Dans les remerciements d'un documentaire signé Arte sur le spectacle Shen Yun figure le nom d'un homme. Dans ses propres vidéos publiques sur YouTube, que n'importe qui peut regarder, cet homme se décrit comme un espion. Il parle de rejoindre un escadron de la mort. Il s'est filmé en train de charger une arme à feu. Ce nom est dans les remerciements du générique d'Arte. Je vais vous expliquer comment c'est possible. Je suis présidente de Falun Info France depuis 2020 et cela fait 26 ans que j'observe comment la propagande du régime chinois contre le Falun Gong finit par circuler dans des médias qui ne savent pas d'où elle vient. Ce reportage s'inscrit dans un schéma que je connais bien. J'ai un intérêt évident dans ce sujet, je le dis maintenant. Ce que je vais faire ici, c'est examiner les choix journalistiques du reportage, à vous de juger. Mais avant les extraits, je veux vous donner quelque chose d'utile. Quelque chose que les campagnes de désinformation ne veulent pas que vous sachiez faire. 4 outils d'analyse que vous pourrez réutiliser sur n'importe quel reportage et pas seulement celui-ci. Tout d'abord, le séquençage. Ensuite, la qualification des sources. Puis, la distinction entre une allégation et un fait jugé. L'exigence de vérification personnelle, ce que la jurisprudence française impose aux journalistes. Après cette vidéo, vous ne regarderez plus un documentaire de la même façon. Bloc 1, comment l'ordre crée le sens. Commençons par le premier outil, le séquençage. Voici comment il fonctionne. Quand vous regardez un reportage, votre cerveau fait quelque chose automatiquement. Il relie ce qu'il voit dans l'ordre où il le voit. Si l'élément A précède immédiatement l'élément B, vous percevez un lien entre les deux, même si ce lien n'est jamais démontré. Le journaliste n'a pas besoin de mentir. Il n'a pas besoin d'affirmer quoi que ce soit. Il lui suffit de choisir l'ordre. C'est l'outil le plus puissant du montage audiovisuel et c'est l'outil le plus utilisé dans ce documentaire. Je vais vous en donner 5 exemples. Commençons par le plus révélateur. Point 1. La persécution conditionnelle, des allégations au présent. Ce point est crucial parce qu'il révèle le biais de fond du reportage. Dans ce documentaire, 2 types d'informations sont traitées de manière radicalement asymétrique. D'un côté, vous avez les allégations relativement récentes et non jugées contre Shen Yun par des plaignants qui ont des liens avec Pékin pour certains. Elles sont présentées, ces allégations, au présent comme des faits établis. Et de l'autre côté, vous avez la persécution des Falun Gong, documentée par des instances indépendantes, internationales, depuis 26 ans. Elle est traitée au conditionnel dans le reportage et attribuée uniquement aux Falun Gong, comme si c'était simplement leur version des faits. Regardez ces 2 extraits du même documentaire. D'abord, la persécution. D'après le Falun Dafa, des pratiquants seraient même enlevés pour trafic d'organes par le régime chinois. Vous avez entendu ? D'après le Falun Dafa, des pratiquants seraient même enlevés, format conditionnel, attribué uniquement à la source. Maintenant, regardez les allégations contre Shen Yun, des plaintes civiles pas encore jugées par un tribunal. Les plaignants ont enduré des heures de travail sans fin, des blessures sérieuses sans soins médicaux, l'isolement de leur famille, des menaces de mort. Les plaignants ont enduré. Format passé composé, aucun conditionnel, énoncé comme un fait établi. Pourquoi cette asymétrie pose un problème journalistique ? Le trafic d'organes forcé sur des pratiquants de Falun Gong n'est pas la version du Falun Gong. C'est une réalité documentée par des instances indépendantes. Le China Tribunal de Londres, un tribunal composé de juristes internationaux indépendants, présidé par Sir Geoffrey Nice, ancien procureur au tribunal pénal pour la ex-Yougoslavie, il a conclu en 2019, au-delà de tout doute raisonnable, à des crimes contre l'humanité. Ces conclusions n'ont jamais été réfutées sur le fond. Le département d'État américain, Amnesty International, les rapports Kilgour et Matas, publiés depuis 2006,
aucun de ces organismes n'est cité dans le reportage. Et pendant ce temps, les allégations contre Shen Yun, des plaintes civiles dont aucun tribunal n'a encore statué, des plaignants qui ont des liens avec Pékin sont présentés comme des certitudes. Dans ce documentaire, ce qui est le mieux documenté est traité avec le moins de certitude et ce qui est le moins documenté est traité comme établi. C'est l'inversion exacte des exigences journalistiques. Point 2. Les 3 principes, la preuve par 26 ans. Voici une démonstration plus courte du séquençage. Mais avant de vous montrer les extraits, je veux vous donner un fait. Freedom House, une organisation américaine indépendante de défense des libertés, a documenté que les pratiquants de Falun Gong ont répondu à la persécution par le régime chinois avec ténacité, non-violence et créativité. Un seul chiffre pour contextualiser cette non-violence, au moins 5069 pratiquants de Falun Gong sont documentés comme étant morts des suites des persécutions à ce jour. Torture, prélèvement d'organes, emprisonnement, depuis 1999, sans interruption. Les pratiquants restent activement sans représailles, non violents. Ils subissent des traitements brutaux en détention et gardent malgré tout des mots bienveillants pour leurs tortionnaires. 26 ans de persécution d'État, des milliers de morts documentés, très en dessous de la réalité, et 0 acte de violence en représailles. Ce fait est établi, y compris par des organisations qui n'ont aucun lien avec le Falun Gong. Maintenant, regardez ce que dit le documentaire d'Arte dès ses premières secondes. Un mouvement aux croyances étranges, comme la lévitation, Si une personne veut l'éviter, à mon avis, il n'y a rien de plus simple. voire potentiellement dangereuse. Voire potentiellement dangereuse. Puis, 3 minutes plus tard, Se base en apparence sur 3 piliers, tout ce qu'il y a de plus consensuel. La vérité, la bonté et la patience. 3 piliers, tout ce qu'il y a de plus consensuel. La vérité, la bonté et la patience. Un groupe potentiellement dangereux qui, soumis à l'une des persécutions les plus documentées du XXIe siècle, n'a jamais répondu par la violence. Pas en 26 ans. Pas une seule fois. Le passage de consensuel à dangereux n'est pas dans les faits. Il n'est pas dans l'histoire. Il est dans le montage. Point 3. La séquence médicale, 3 situations sans lien causal. Regardez attentivement ce passage. Posez-vous une question simple. Est-ce que ces 3 éléments ont un lien entre eux ? Un principe tellement ancré que certains adeptes refusent les soins médicaux. De son côté, le mouvement affirme que les enseignements du Falun Gong n'interdisent ni ne déconseillent la prise de médicaments. Certains pourraient répondre « oui, le lien, c'est le Falun Gong ». Regardons cette réponse de plus près. Vous avez entendu dans cet extrait la réponse de Shen Yun. 8 secondes. Je vous le rappelle, et elle est précise. Les enseignements du Falun Gong n'interdisent pas ni ne déconseillent la prise de médicaments. La journaliste le dit elle-même. Donc, le Falun Gong ne prescrit pas le refus des soins. Ce que font certains pratiquants de leur propre chef, c'est autre chose. Rob Gray est un adulte, il n'est pas danseur de Shen Yun, il n'est pas employé de Shen Yun, il décrit des choix personnels concernant sa propre santé. Des millions d'adultes font des choix personnels de santé qui ne correspondent pas toujours aux recommandations médicales conventionnelles. Ce n'est pas propre à une pratique spirituelle, c'est une réalité de la liberté individuelle que la loi française notamment reconnaît explicitement. Maintenant, posons la vraie question journalistique. Qu'est-ce qui relie ces 3 situations à une politique de Shen Yun ? Rob Gray, adulte, non employé, choix personnel, l'ami mort, au conditionnel, anonyme, invérifiable, et Chang, les allégations pour une plainte non soignée. Le lien que le reportage suggère sans le démontrer, c'est celui-ci. Pratiquant de Falun Gong, choix de santé, donc Shen Yun interdit les soins. Ce raisonnement comporte 2 sauts
logiques qui ne sont jamais expliquées. Premier saut, du choix personnel d'un pratiquant libre à une politique organisationnelle de chaîne une. Deuxième saut, d'une allégation non jugée à un fait établi. L'organisation dit explicitement qu'elle ne s'oppose pas aux soins. Le premier témoin n'est pas un danseur de chaîne une, le deuxième est anonyme et au conditionnel, et le troisième est une plainte civile non tranchée. Et la réponse de chaîne une dure 8 secondes, contre 1 minute 50 d'allégation. Ce déséquilibre est mesurable, visible, incontestable. Point 4. Le recrutement du danseur, la transcription contredit le narrateur. Voici l'exemple le plus simple à comprendre et le plus difficile à défendre pour Arte. So my mom was really into Shenyun and into like classical art. So she's like, I want you to join. I'm like, no, I don't want to join. So she was like, okay, I'll trick him. So what she did was she actually told me we were coming to New York for vacation. We went to the audition. I didn't know I was going to be auditioning. I was like, okay, mom, what's going on? And then she was like, you stay here, we'll ship your stuff over. Un mode de recrutement qui inquiète les proches qui ne sont pas dans le Falun Gong. Vous avez entendu le danseur, il dit mot pour mot. C'est sa mère qui l'a amené à l'audition. Sous prétexte de vacances à New York, il ne savait pas qu'il allait passer une audition. Le narrateur traduit immédiatement cela en disant un mode de recrutement qui inquiète les proches qui ne sont pas dans le Falun Gong. Ce n'est pas ce que dit le témoignage. C'est sa mère qui a pris la décision, une mère passionnée par chaîne une, et cette passion, le reportage lui-même nous aide à le comprendre. Rappelez-vous, ce qu'Arte a dit au début du documentaire, 700 dates dans une vingtaine de pays, un succès mondial. Ce sont leurs mots. Alors, cette mère qui inscrit son fils à une audition, c'est une mère qui a vu ce spectacle, qui en a été touchée et qui a voulu offrir cette chance à son enfant. Ce sont des décisions parentales. Elles relèvent de l'autorité parentale. Les parents sont libres de prendre des décisions qu'ils estiment dans l'intérêt de leur enfant. Et ce sont eux qui en portent les conséquences, pas chaîne une. Ce concept semble échapper au reportage. Chaîne une n'a pas recruté cet enfant. Sa mère l'a amené à une audition. La preuve de cette contradiction est dans leur propre son. Et maintenant, posons-nous une question fondamentale. Si l'école de danse Feitienne, chaîne une, était une école laïque, athée, sans aucun lien avec une pratique spirituelle, ce reportage aurait-il existé? La réponse est non, parce que ce documentaire ne naît pas dans le vide. Il naît dans un contexte précis, celui d'une campagne de diffamation orchestrée depuis 1999 par le Parti communiste chinois contre le Falun Gong. Voilà l'origine de tout. En 1999, le régime décide de persécuter les Falun Gong, il torture, emprisonne et tue. Il prélève des organes sur des pratiquants vivants. Le China Tribunal de Londres l'a établi au-delà de tout doute raisonnable. Mais persécuter ne suffit pas, il faut aussi discréditer. Il faut que le monde regarde ailleurs. Il faut que les Occidentaux croient que ce groupe mérite ce qui lui arrive. Alors le régime fabrique une étiquette, secte, et il produit des récits. Exploitation d'enfants, manipulation familiale, organisation opaque, finances douteuses. Ces récits sont exportés via des témoins présentés comme indépendants, via des médias occidentaux qui ne vérifient pas leur origine. Ce documentaire fait partie de cette chaîne, volontairement ou pas, je ne tranche pas. Ce qui est certain, c'est ceci. Les éléments de langage du reportage Arte sur chaîne une reproduisent point par point les accusations fabriquées par le régime pour justifier la persécution en Chine. Diffamer en Occident sert directement la persécution en Chine. Quand un média occidental reprend ces accusations, il donne au régime la preuve que le monde lui-même reconnaît que le Falun Gong est dangereux. Cette preuve est retraduite en chinois et utilisée pour justifier ce qui se passe dans les camps. C'est le mécanisme le plus important de cette vidéo et c'est pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi le Falun Gong voue une haine tenace au Parti communiste chinois. Avant le communisme, l'histoire de la Chine était glorieuse. Mais des décennies de destruction, d'imposture et de violence ont presque détruit les valeurs de toute une nation. Mais en enquêtant, nous découvrons derrière cette vitrine un mouvement aux croyances farfelues. Vous venez d'entendre une formulation précise du narrateur d'Arte.
Monsieur Li Hongzhi voue une haine tenace au Parti communiste chinois. Je cite. Retenez bien cette accusation, nous y revenons dans 30 secondes. Son image est associée par le montage à des accusations d'une extrême gravité. Le reportage ne mentionne pas qu'il a été contacté pour répondre. Ces textes sont cités hors contexte. 20 secondes extraites de conférences qui durent plusieurs heures. Présentées comme preuve de croyances farfelues. Ce mot farfelu, c'est un jugement de valeur sur des convictions spirituelles, présenté comme une observation journalistique neutre. La liberté de conscience et la liberté de penser sont des droits fondamentaux, consacrés par la Constitution française. Évaluer des croyances spirituelles comme farfelues à l'antenne d'une chaîne du service public n'est pas de l'analyse. C'est un jugement qui engage la responsabilité éditoriale de la chaîne. Maintenant, revenons à l'accusation de haine féroce. Je cite. En 2006, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, l'équivalent canadien de notre Arcom en France, a examiné les diffusions anti-Falun Gong de la télévision d'État chinoise CCTV. Sa conclusion est formelle. Ces diffusions constituent des expressions d'extrême malveillance contre le Falun Gong et pourraient inciter à la violence et menacer la sécurité physique des pratiquants de Falun Gong. Un régulateur indépendant, du même type que notre Arcom, a donc établi formellement que c'est le Falun Gong qui est la cible d'une incitation à la haine organisée par l'État chinois, et pas l'inverse. Je précise, Arte n'est pas soumis à l'Arcom. Sa structure franco-allemande lui confère un statut particulier, en dehors de la régulation française. C'est un fait institutionnel. Ce que je cite ici n'est donc pas une sanction française. C'est la décision d'un régulateur indépendant au Canada sur ce que produit l'État chinois contre le Falun Gong au travers de ses chaînes d'État en Chine et dans le monde entier. Et c'est précisément ce contenu-là qui fournit le terreau des accusations que ce documentaire d'Arte reprend. Et dans ce même État chinois, des milliers de pratiquants meurent en détention, des organes leur sont prélevés sur leur corps encore vivant. Monsieur Li Hongzhi inspire une résistance pacifique qui fait l'admiration du monde entier. Une journaliste de l'Obs a d'ailleurs comparé les pratiquants de Falun Gong aux chrétiens des catacombes sous les persécutions de Néron dans l'Empire romain. Les pratiquants de la méthode de M. Li Hongzhi ne font que documenter des faits et les porter à la connaissance du monde sur les persécutions dont ils font l'objet. C'est une forme de résistance pacifique qui passe par l'information. Appeler cette démarche haine tenace, sans mentionner ce qu'il révèle, ni à quelle victime il donne une voix, c'est inverser le bourreau et la victime dans une seule formule de 3 mots. Bloc 2, ce qu'on aurait dû savoir sur les sources. Passons au deuxième outil, la qualification des sources. Voici ce que ce concept signifie concrètement. Une source n'est jamais neutre, par défaut. Elle a une histoire, elle a une position. Elle a parfois un intérêt direct dans ce qu'elle dit. Le rôle du journaliste, c'est de signaler ces éléments au spectateur. Avant le témoignage, pas après. Et certainement pas de les passer sous silence. Et sans utiliser cette information uniquement dans un sens. Ce que vous allez voir maintenant, c'est comment ce principe a été appliqué de façon incomplète dans ce reportage. Mais d'abord, un point de contexte essentiel. Les accusations que vous venez d'entendre dans ce reportage ne sont pas nouvelles. Ce sont des constructions du régime chinois, documentées comme telles par l'école militaire française, l'IRSEM, ainsi que par la justice américaine et par le China Tribunal de Londres. La campagne de désinformation du régime contre le Falun Gong dure depuis 1999. Elle a une caractéristique bien documentée. Au lieu d'envoyer des communiqués d'ambassade, qui seraient immédiatement identifiés comme de la propagande, elle s'appuie sur des témoins présentés comme indépendants.
pour que les médias occidentaux reprennent ces accusations, comme si elles venaient de nulle part. Des documents révèlent que Xi Jinping a ordonné d'attaquer Shen Yun et le Falun Gong, sous deux aspects simultanément. Les médias d'une part et la justice occidentale d'autre part. La formule exacte est documentée. Viser une seule direction, attaquer sous deux aspects. Médias corrompus ou financés secrètement, procédures judiciaires pour salir la réputation. C'est précisément ce que nous observons ici, des plaintes judiciaires et un documentaire. Les deux aspects dans la même période. D'abord aux États-Unis, puis dans d'autres pays où se produit Shen Yun. C'est précisément ce mécanisme que nous allons examiner maintenant. Le point 6, Simone Gao, des liens qui posent une question. Elle est exclue après 20 ans dans le mouvement, selon elle pour ne pas avoir coupé les ponts avec un ancien pratiquant. Une note la concernant est alors publiée par le Falun Gong. Nous demandons aux pratiquants de toutes les régions d'être vigilants et de ne pas se laisser induire en erreur ou perturber par ces individus et de suivre le Fa comme leur maître. Une consigne qui aurait eu des conséquences directes sur sa vie. I would say 99% of my social network are Falun Gong practitioners. Arte cite la note de Minghui, le site internet, qui demande aux pratiquants d'être vigilants au sujet de Simone Gao. Pourquoi cette mise en garde? Elle a reçu un ordre, couper tout lien avec un homme dont je vous parlerai dans quelques minutes. Elle a refusé, elle a été exclue. Ce que le reportage ne dit pas, c'est que cet homme, dont le comportement public est documenté et dont certaines déclarations constituent des menaces directes contre Shen Yun, figure dans les remerciements de ce même documentaire d'Arte. Simone Gao connaissait ses activités. Elle a choisi de maintenir ses liens. On ne parle pas ici d'une amitié brisée. On ne parle pas d'un désaccord spirituel. On parle de liens maintenus avec quelqu'un dont les actes documentés visent une organisation liée à une pratique qui est le Falun Gong et que le régime chinois torture et tue depuis 1999. Arte avait cette information dans ses propres remerciements. Dans la note de Minghui qu'il a lui-même citée. Il ne l'a pas utilisée pour qualifier sa source, il l'a utilisée dans un seul sens. Le point 7, le New York Times comme autorité. Voici le troisième outil, l'exigence de vérification personnelle. En droit français de la presse, la Cour de cassation est explicite. C'est l'arrêt du 8 avril 2008. La reprise par le journaliste des propos tenus par un tiers ne fait pas disparaître l'obligation d'effectuer des vérifications sérieuses. Autrement dit, citer un autre média ne remplace pas vérifier ses sources. Ce n'est pas une opinion, c'est la loi. C'est ce qu'affirme une série d'enquêtes du New York Times sortie en 2024. Le New York Times est cité comme autorité de référence. Mais une réponse formelle de Shen Yun documentant point par point les inexactitudes et les conflits d'intérêts des sources du New York Times est disponible publiquement depuis novembre 2024, avant le tournage de ce reportage. Pourquoi Arte ne l'a pas cité? Par ailleurs, plusieurs sources du New York Times présentent des liens documentés avec des acteurs pro-Pékin. Un journaliste qui cite le New York Times avait l'obligation de vérifier personnellement ses sources. Ce travail aurait conduit à ces conflits d'intérêts. Il n'est pas mentionné. C'est l'application d'un standard juridique qui s'applique à tous les médias. Point 8. La chronologie du mot secte et son origine historique. Voici maintenant le quatrième outil, la distinction entre une opinion et un fait vérifiable. Et pour l'illustrer, je vais vous montrer quelque chose sur un seul mot de ce documentaire. Le mot secte. Il n'est jamais prononcé par la journaliste elle-même. Mais le documentaire construit pendant 11 minutes le terrain pour qu'il arrive. Et quand il arrive, le spectateur l'accepte comme une évidence. Regardez comment ça se construit.
4 étapes. Un mouvement aux croyances étranges, comme la lévitation, Si une personne veut l'éviter, à mon avis, il n'y a rien de plus simple. voire potentiellement dangereuses. Des idées fantasques et une doctrine très conservatrice. Il y a des comportements qui peuvent faire penser à une secte en fait. Elle aurait aussi sollicité la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Étape 1, première minute du documentaire. Croyances étranges, potentiellement dangereuses. Deuxième étape, 5 minutes plus tard. Idées fantasques, doctrine très conservatrice. Troisième étape, à 11 minutes, le mot arrive. Il y a des comportements qui peuvent faire penser à une secte en fait. C'est un mot qui tue aussi sûrement qu'une balle dans la tête. Prononcé par une autre personne que la journaliste. Dans un témoignage qui décrit, si on écoute attentivement, un désaccord familial sur un choix parental. Quatrième étape, à 18 minutes, l'écho institutionnel. Elle aurait aussi sollicité la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Dérive sectaire via la Miviludes. Tout ça est dit au conditionnel, aurait aussi sollicité. Ce que vous venez de voir, c'est du séquençage à l'échelle de l'ensemble du documentaire. 11 minutes de préparation pour que le spectateur entende un seul mot et l'accepte sans questionner sa source. Et maintenant, voici le fait historique, que ce reportage passe entièrement sous silence. Avant juillet 1999, le Falun Gong était activement promu par l'État chinois lui-même. Les statistiques officielles chinoises dénombraient entre 70 et 100 millions de pratiquants en 1998. C'est précisément en juillet 1999, au moment où le Parti communiste lance sa campagne de persécution contre le Falun Gong, que le terme secte apparaît soudainement. Il est créé, fabriqué pour justifier la persécution. Ce mécanisme est bien documenté. Quand un régime autoritaire veut éliminer un groupe, il commence par le nommer différemment. Ça se passe aussi dans d'autres pays. Il lui attribue une étiquette qui le place hors de la protection sociale normale. Utiliser cette étiquette sans en préciser l'origine, c'est reprendre involontairement un élément de langage fabriqué pour légitimer une persécution. Uchao, le nom dans le générique des remerciements. Je vous avais dit qu'il y avait un nom dans le générique des remerciements de ce documentaire, de cette enquête. Ce nom, c'est celui de Uchao, connu sous le nom de Charles Hugo sur X. Qui est Uchao ? Il tient depuis plusieurs années une chaîne YouTube exclusivement dédiée à attaquer Shen Yun et le Falun Gong. Ses propres vidéos que j'ai pu consulter contiennent des éléments préoccupants. Dans une vidéo datée du 1er septembre 2023, il déclare textuellement avoir voulu être un espion et que ce souhait s'est réalisé. Dans la même période, il évoque son souhait de rejoindre ce qu'il appelle un escadron de la mort. Il s'est filmé en train de charger une arme à feu. Ses vidéos sont publiques. Ses propos sont dans ses propres mots. Par ailleurs, le rapport sur la campagne d'influence contre Shen Yun identifie un youtubeur pro-Pékin qui s'est vanté publiquement en août 2024 sur X d'avoir présenté des témoins au New York Times. Le profil et le calendrier correspondent à Uchao. Ce profil figure dans les remerciements d'Arte, dans le générique de fin. Troisièmement, ce que le reportage n'a pas cherché. Avant de conclure, voici 3 éléments que ce reportage n'a pas cherché ou n'a pas trouvé. C'est le point 9, le redressement fiscal, source anonyme et nature réelle du litige. Les comptes du Lotus Sacré ne sont pas publics. Alors nous procédons à une estimation. 2 observations sur ce passage. Première observation, le reportage annonce lui-même que les comptes de l'association ne sont pas publics. Puis,
dans la même phrase, il produit un chiffre précis à l'euro. 38 642 € par représentation, 3,4 millions d'euros pour la France. Ce chiffre est une extrapolation construite sur des données mondiales moyennées, sans tenir compte du marché français spécifique, du coût des salles, des taux de remplissage locaux, des coûts de communication, etc. Le reportage reconnaît lui-même ne pas avoir les données et présente quand même le résultat avec une fausse précision. Deuxième observation, l'allégation la plus grave du reportage, un redressement fiscal de plusieurs millions d'euros, repose sur 3 mots, d'après nos informations. La source est anonyme, la vérification est impossible. La seule confirmation objective est celle du tribunal. Le dossier est en cours d'instruction. Non jugé. Ce que le droit de réponse de l'association productrice précise, il s'agit d'un désaccord sur le taux de TVA applicable. 2,1% le taux des nouvelles créations de spectacles contre 5,5% réclamé par l'administration. C'est une question juridique technique, pas une fraude fiscale. Présenter une dispute de TVA comme un redressement fiscal en utilisant une source anonyme, c'est une allégation grave sans base vérifiable. Le point 10. Les écoles de Paris. Un incident, un seul, sur 10 ans. Elle aurait aussi sollicité la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. 3 éléments à relever. Le conditionnel d'abord. Elle aurait aussi sollicité la Miviludes, je cite. Le conditionnel signifie que cette information n'est pas confirmée. Ensuite, ce que la Miviludes représente vraiment. La consulter, c'est une démarche de veille courante. Ce n'est pas un signalement. Ce n'est pas une mise en cause. Et le droit de réponse de l'association est catégorique. La Miviludes n'a émis aucun avis concernant cette association productrice des spectacles Chaîne 1 en France. Et enfin, la proportion, un incident isolé, une intervenante qui distribue un objet promotionnel sur 10 années de partenariat avec la mairie de Paris. L'association a réagi immédiatement, la mairie a continué à travailler avec elle pendant 3 ans après l'incident. Ces 3 faits coexistent dans le reportage. Leur contradiction n'est jamais relevée. Le point 11, les 3 sources publiques absentes. Pour comprendre ce que ce documentaire omet, regardons ce qui était disponible avant le tournage et auquel elle avait accès. Premièrement, le rapport de l'École militaire française, l'IRSEM, en 2021, l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Il documente des campagnes d'influence chinoise en France et dans d'autres pays, contre le Falun Gong. Les condamnations du département de la justice américain en 2024 contre John Chen et Lin Feng, condamnés par la justice américaine pour avoir mené des opérations clandestines, ciblant précisément Chaîne 1. Ensuite, les résolutions du Parlement européen sur les crimes commis contre les pratiquants des Falun Gong. 3 sources publiques, disponible avant le tournage et communiquée à la journaliste, directement pertinente pour ce reportage sur Chaîne 1 en France, toutes absentes du documentaire. Et pourtant, le format de l'émission s'appelle Arte Source. Conclusion. Un chiffre pour terminer. Selon le baromètre Lacroix, Verian, La Poste, de janvier 2026, donc très récent, la référence française sur ce sujet depuis 1987. 61% des Français considèrent qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Ce chiffre n'est pas une anomalie. Il est la conséquence de décennies de reportages où les mécaniques que nous venons de voir sont à l'œuvre. Parfois avec intention, souvent sans, j'ose l'espérer. Ce que vous avez appris dans cette vidéo,
Le séquençage, l'ordre dans lequel les éléments apparaissent. Crée un sens dans votre esprit, sans que rien ne soit affirmé explicitement. Ça fonctionne sur 30 secondes. Ça fonctionne sur 19 minutes. La qualification des sources, ensuite, une information sur une source peut être utilisée pour renforcer sa crédibilité ou pour signaler ses limites. Le choix éditorial entre les deux n'est jamais neutre. Ensuite, la distinction entre une allégation et un fait jugé, une plainte civile non jugée et un fait établi par un tribunal ne mérite pas du tout le même traitement grammatical. Le conditionnel existe pour une raison. La vérification personnelle, c'est citer un média réputé, ne remplace pas de vérifier ses sources. C'est ce que dit la loi, c'est ce que devrait faire la déontologie. Un reportage qui présente des persécutions documentées par des instances indépendantes internationales au conditionnel, d'après le Falun Dafa, mais des allégations non jugées comme des faits établis, qui construit pendant 11 minutes l'impression que justifie un seul mot, le mot secte, sans mentionner que ce terme a été fabriqué par le Parti communiste chinois en 1999 pour légitimer une persécution, qui extrapole des chiffres précis depuis des données qu'il reconnaît ne pas avoir, qui crédite une source dans ses remerciements dont le profil public pose des questions sérieuses. S'agit-il de négligence journalistique ou d'autre chose? À vous de juger. Vous avez beaucoup d'éléments et maintenant vous avez aussi les outils.